Donc la table ronde aujourd'hui est sur les nouveaux traitements, les algorithmes pour la DMLA. Et nous avons le plaisir de recevoir sur cette table ronde le docteur Catherine Francé de Paris et le docteur Sarah Mréjeanne également de Paris, que vous connaissez formidablement bien. Donc on a un support pour cette table ronde, juste 2 diapositives. Et la première est les schémas d'anti-VEGF que j'ai préparés. Et j'ai essayé de synthétiser au mieux ces schémas en DMLA pour reprendre un petit peu ces loading doses, ces phases d'extension. Et là, cette diapositive représente les extensions maximales que l'on peut faire d'après les études et les schémas les plus favorables. Donc, première question sur ces schémas. Donc, on a toutes les molécules qui vont même jusqu'à la Flibercept qui n'est pas encore sur le marché, mais bientôt. Première question, Catherine. Concernant les loading doses sur la DMLA, nous voyons qu'elles peuvent être différentes. Quelle est ton approche? Est-ce que c'est quelque chose que tu respectes? 3 injections, 4 injections, du Q4, du Q6. Quelle est ta perception sur le sujet? Est-ce que ça t'a perturbé dans la vraie vie d'avoir des schémas un peu différents? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours respecté la loading dose. Et en fait, dès la 3e injection, notamment pour les classiques jusqu'à ce qu'arrive le Fari, en fait, moi, j'enchaîne dès le 3e contrôle, avant de faire la 3e, sur du treat and extend. Mais je pense qu'il faut faire le schéma d'induction préconisé. Sarah, est-ce que tu, sur les loading doses, donc effectivement sur le faricimab ou 4 injections en loading dose, c'est la seule molécule en DMLA en tout cas. C'est comme ça qu'il faut commencer à réfléchir maintenant, parce que dans l'OMD c'est encore différent. Et ça peut être un peu perturbant, je trouve, en tout cas pour nous qui sommes avec les jeunes internes. Moi j'ai affiché dans le service, j'ai affiché les schémas, parce qu'au bout d'un moment, en consultation, on commence un peu à oublier. Est-ce que tu respectes les 4 injections en faricimab ou est-ce que tu as un autre schéma dans ta pratique? Alors, je suis comme Catherine, je suis une bonne élève, j'ai tendance à respecter les règles. Cela étant, pour l'instant, j'ai peu utilisé le faricimab en première intention. Je l'ai plutôt, pour l'instant, utilisé en 2e intention. Voilà, du fait d'une tolérance qui, bien qu'elle soit très bonne, est un petit peu moins excellente que les molécules de première génération. Donc je n'ai pour l'instant pas fait de loading dose de 4 injections mensuelles de faricimab. Donc en fait, on va parler plutôt du switch dans ce cas de figure. On va peut-être y revenir un tout petit peu après. Donc plutôt des switches sur le Fari. Et ensuite, on a le brolucizumab qui nous propose soit faire un 3Q4 ou alors d'avoir une alternative à 3Q6. Et vous voyez qu'on peut partir après, éventuellement, si on veut, sur du Q12. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, Q4, Q6, 2e intention, 3e intention pour cette molécule, mais est-ce que si vous étiez d'aventure sur une induction? Moi, je dois avouer que je ne l'utilise pas, en fait. Plutôt ou en switch? Pour l'instant. Sarah? Pareil, enfin, je l'ai utilisé plutôt en 2e intention. Mais cela étant, si je l'avais utilisé en première intention, j'aurais respecté plutôt l'induction telle qu'elle est dans le schéma des études pivotales. 3Q4. 3Q4. On a un retour qui est quand même très intéressant de l'Italie sur le sujet, de Giuseppe Kerkes, qui a fait, alors je ne me rappelle plus du nombre de patients de sa cohorte, mais je pense qu'il va bientôt la publier, comme c'est un grand écrivain, mais il a utilisé uniquement en induction du 3Q6, avec une tolérance qui était intéressante et qui, en tout cas, il avait déclaré sur sa première année de traitement, il n'avait pas eu d'inflammation intra-oculaire. Donc c'est la raison pour laquelle le 3Q6 peut quand même être une alternative intéressante également. Alors ensuite, nous voyons que nous pouvons passer, si on suit les meilleurs schémas thérapeutiques des molécules pivotales, vous voyez par exemple qu'avec le faricimab, on pourrait passer à un Q16 d'emblée. Avec la Flibercept, on pourra également passer sur du Q16 d'emblée. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez et comment?
Est-ce que c'est un intervalle long après la loading dose qui vous inquiète? Est-ce que vous allez aménager ce passage sur le premier intervalle après la loading dose? Déjà, je pense moi personnellement, je n'attendrai pas 16 semaines pour les contrôler. Surtout depuis qu'on sait qu'effectivement, maintenant, on a peut-être un peu plus d'effets secondaires avec ces nouveaux anti-VEGF qu'avec les premiers. Mais moi, je les contrôlerai de toute façon. Je n'attendrai pas de les revoir à Q16 ou à... Là, par exemple, avec la Fibercept, on voit également que le premier intervalle, puisqu'ils ont un bras Q16, on pourrait aller sur du Q16 d'emblée également. Alors, les petites étoiles que j'ai mises entre la loading dose et le premier Q16 représentent dans l'étude des points de visite, avec des points de check. Absolument. En fait, je pense que pour ma part, j'aurais aucun problème à étendre d'emblée à Q16 dès lors qu'il y a des checkpoints réguliers que je respecterai selon le schéma étoilé. Donc, vous voyez qu'après la loading dose, on a un checkpoint 8 semaines après la dernière injection de la loading dose, et après, on les revoit tous les mois. Et donc, soit ils sont secs et on ne les injecte pas, on les revoit un mois plus tard. S'ils sont encore secs, tac, on les revoit un mois plus tard et on se retrouve sur du Q16 pour le coup. Et ça a été la manière de, entre guillemets, sélectionner les patients sur le bon bras. Est-ce qu'ils peuvent monter sur du Q12? Est-ce qu'ils peuvent monter sur du Q16? Ou alors carrément, ils sont obligés de rester en Q8? Ça vous paraît serein et applicable en vraie vie? C'est comme ça? Parce du coup, on va voir les patients un peu plus souvent au départ. Oui, c'est pas le but d'étendre, en fait. Mais pour mieux les sélectionner plus tard. Moi, ça me paraît tout à fait possible et ça correspond assez à ce que je fais actuellement parce qu'après l'induction, je fais une surveillance rapprochée pour gauger l'intervalle de récidive. Je ne pars pas tout de suite en Tritanexten comme toi parce qu'il y a quand même 15 à 20% de happy few qui n'ont plus besoin d'injection après l'induction. Donc ça se rapprochera assez de ma pratique pour le début en tout cas. Très bien. Au niveau des switches maintenant, donc on en parlait, molécules, si on est en deuxième intention ou troisième intention, quelle est votre pratique quand vous changez de molécule? Alors d'abord, pourquoi vous changez de molécule si vous avez une molécule A en première intention vers une molécule B qu'on identifie par exemple de deuxième génération? Pourquoi vous changez? Quelles sont vos indications? On change parce que, entre guillemets, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on se base sur toute une imagerie qui nous permet de voir qu'effectivement, soit il y a toujours une exsudation en OCT, soit des hypersignaux d'activité en OCTA. Et on change parce qu'on veut essayer d'étendre le plus possible l'intervalle d'injection. Oui, à mon sens, on peut changer pour deux raisons. Soit un patient qui n'est jamais sec malgré des injections mensuelles, pour l'assécher, soit un patient qui est sec mais avec des intervalles trop courts, à moins de 8 semaines, auquel cas l'intervalle n'est pas suffisamment étendu. Et là, on change pour étendre. Et là, on pointe un problème actuel, c'est quel est l'intervalle que l'on s'autorise, que l'on imagine être satisfaisant. Dans votre tête, parce qu'on n'est pas tous forcément alignés sur le sujet, pour vous, qu'est-ce que, en 2024 et 2025, un intervalle satisfaisant pour nos patients? Moi, je dirais au moins 8 semaines. Donc supérieur ou égal à Q8? Ouais. Oui, je suis d'accord. Et puis, j'implique le patient dans cette décision parce que ce qui est tolérable pour moi l'est parfois pas pour lui et inversement. Donc, c'est des discussions individuelles à avoir avec chaque patient. Il y a des patients qui sont très heureux en Q8 ou Q7 et qui ne veulent pas changer de molécule. Et d'autres qui, même au-delà de 8 semaines, veulent essayer d'étendre. Donc en leur expliquant les bénéfices-risques, les risques encourus, les bénéfices qu'on attend, c'est des discussions qu'on a de façon individuelle. Et de manière opposée, lorsque les patients sont sur des intervalles longs, est-ce que ce sont des patients qui sont en Q16 voire Q20? Je ne sais pas si vous faites du Q20, une des deux, pas de Q20. Est-ce que pour certains patients, vous pensez que le Q20 c'est trop? Est-ce que vous avez des patients qui vous demandent d'être revus plus souvent? Pas trop. En général, le Q20, quand ça se passe bien... Je ne sais pas, moi, dans ma Parce que là, on est sur des molécules de deuxième génération qui nous emportent vers le Q16, le Q20, voire le Q24. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, d'après vous, est anxiogène pour vous, pour le patient? Je crois que les patients, en fait, ils aiment quand même être un petit peu suivis, finalement. Donc, ça les rassure de revenir. Donc, il faut faire un petit passage quand même de temps en temps. Voilà, c'est ça.
Très bien, merci pour cette première intervention en table ronde et les biorhythmes qui sont quand même assez perturbants entre DMLA et OMD puisque les phases d'induction changent, les manières d'étendre également.